Question suivante de Brit Bay. Comment se passent les entretiens? Alors, il y a un peu cette idée hein, Cette idée qu'on se voilà, rencontre. qu'on se rencontre. Imaginons si l'auteur du projet vit à l'étranger, si pour se faire éditer, c'est un petit bémol ou pas. Donc j'imagine que la personne vit elle-même à l'étranger, donc elle veut savoir si c'est possible. Alors, Internet a réglé quand même un grand problème sur Ouais. les relations internationales, sur la capacité de se voir, de se rencontrer. Donc entre Skype, les mails, le téléphone, il n'y a plus trop ce genre de problème. Il y a un fantasme partagé qui est celui du salon. On prendrait son bouc, on irait aller à Angoulême, par exemple, et, bon, bah, c'est la foire d'empoigne. N'importe qui a déjà testé ça, on Ouais. se retrouve avec des files d'attente incroyables, avec des éditeurs qui vont voir je sais pas moi, 10 personnes dans l'heure, qui vont parcourir plein de books, qui vont être plus ou moins convaincants. Il y a sûrement des dossiers qui ont été signés comme ça. Ça se fait sûrement, mais presque les éditeurs qui font encore ça, je suis pas sûr que tout le monde le fasse encore, les éditeurs qui font encore ça le font presque pour satisfaire à une demande, Ah, ok. et en se disant, bon bah voilà, on le fait, On on le le fait. Et dans ces cas-là, on voit souvent arriver des dessinateurs espagnols, italiens, Ah. il y a une très belle école Ah graphique, bah oui, hein, tu forcément m'étonnes. dans ces deux pays, et où effectivement les books sont à tomber par terre. Ah oui. Mais comme il n'y a pas une si grande culture de la bande dessinée, souvent ce sont des très beaux dessins, et il n'y a pas beaucoup de pages. Donc je pense pas que cette solution d'entretien direct soit vraiment une bonne façon de faire. Et puis après, s'il y a des contacts qui sont noués avec quelqu'un, avec vous, qu'on reçoit un PDF dans lequel il y a l'histoire, les présentations de personnages, quelques pages, quelques découpages, quelques stories, quelques dialogues, comme on l'a dit, un séquencier, et puis qu'on a envie de faire, là, on mettra tous les moyens de notre côté. S'il suffit, entre guillemets, d'échanger au téléphone, on le fera. Si on a absolument besoin de se voir, on trouve des solutions, Ouais. effectivement, pour se voir à ce moment-là. Mais j'ai envie de dire que si on va jusqu'à une dimension entretien, c'est qu'on a déjà l'intention de signer un Ouais, livre. voilà, c'est ça. Ça confirme quelque chose qui est déjà. Oui, ça confirme, et puis ça amène la dimension simplement humaine, d'être autour Oui, d'une non, table, oui, en de plus. manger ensemble, Ouais. de parler des planches ensemble, de parler de Ouais. la vision qu'on a du métier ensemble. Donc ouais, du coup, on est d'accord que en termes de dossier, tu reçois essentiellement tout ça de façon numérique, quoi, par mail, en PDF. Il n'y a plus les dossiers, alors, je sais pas, j'imagine c'est un peu à l'ancienne dans les Mhm. plis Mhm. postaux avec les planches, tout ça. C'est vraiment. On en reçoit encore, Ouais, on en reçoit encore, mais on n'a jamais rien signé qui soit d'accord, venu de là. c'est plutôt. Ouais, ok, très bien. Question suivante de Rafouman. A-t-on un temps illimité à faire un livre ou un manga? Toujours, hein, tu vois, un Mhm. livre ou un manga à plusieurs tomes où nous devons suivre leur planning, etc. Donc voilà, le temps limite qu'on a pour faire. Mhm. Alors, il y a deux choses. Il y a le temps que ça vous prend de faire un livre. Et ça, l'éditeur va rien changer, il ne mettra pas de pression particulière. On l'a dit dès le début, c'est une question de collaboration. Donc, on est c'est une industrie, l'industrie du livre, mais la structure éditoriale, une structure comme la nôtre, qui fait à la fois quand même pas mal de livres, on est à une quinzaine de livres par an en ce moment, je pense qu'on va rester à peu près sur ça pendant un certain temps, juste pour bien pouvoir les accompagner, est une structure qui n'a pas besoin de nourrir le monstre en permanence, qui n'est pas là en train de se dire j'ai absolument besoin de mettre un livre, même si le livre ne se vend pas, au moins pour faire de la trésorerie. Enfin, c'est des questions qui se posent des fois dans le monde de l'édition, où il faut voilà, mettre du charbon dans la machine Ouais, tout le temps. Donc on n'est pas là-dedans. Et puis un auteur ne fera du travail de qualité que s'il le fait à la bonne vitesse pour lui. Ceci dit, de l'autre côté, il y a le marché lui-même. ouais, voilà. Si on est sur une série, systématiquement, il va y avoir une attente du public, si tout va bien, parce que s'il n'y a pas d'attente, ça s'arrête assez rapidement. Mais s'il y a une attente du public, s'il y a un retour positif, il va falloir réussir à produire un deuxième tome qui va satisfaire les gens qui ont eu le premier, qui va permettre aux gens qui n'ont pas découvert le premier au moment de la sortie du deuxième, d'acheter le tome 1 et le 2 en même temps, et ainsi de suite, et de créer une dynamique. C'est pour ça qu'il y a cette dynamique des séries dans le monde de la bande dessinée, avec autant de production. On ne peut pas réussir facilement à se singulariser en sortie de tome 1, donc on construit. Et si on construit, il faut une forme de régularité. Oui. Donc le rythme, se dire que c'est une bande dessinée tous les ans, par exemple, Oui. c'est une espèce de rythme normal. Il y a des contre-exemples. Oui. Et Black Sad, le tome 1 est sorti en 2001, Oui. Ah oui, c'est vrai. on en est qu'au tome 6. C'est vrai. Donc on est sur des gens qui prennent leur temps, et puis aussi parce que le marché l'a permis, puisque c'est tellement attendu que les auteurs peuvent se permettre un petit peu de temps entre les albums. Donc ça se travaille avec l'auteur, ça se décide, et puis après on voit pragmatiquement, on essaye de tenir sur des rythmes, et en même temps on est complètement à l'écoute des problèmes, parce que il y a une vie derrière, et que le métier de bande dessinée, ça tu as dû en parler bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère, c'est pas quelque chose qu'on fait le soir en rentrant d'un autre boulot Non, dans lequel c'est on sûr. aurait déjà dépensé toute son énergie, C'est sûr. et on se mettrait quelques heures sur une table à dessin pour faire des livres. Mm. Donc comme il faut beaucoup d'énergie, il faut être mobilisé pendant une période longue. Ouais, tout à fait.
Bon, c'est cool, ça répond à plein de vos questions. Profitez-en, écoutez bien ce qui se dit. Autre question, alors je te la fais dans l'ordre qu'on me l'a donné. D'édition maison meilleure, elles sont quelles? Alors, je la mets dans le bon sens, c'est quelqu'un qui était, je ne sais pas. Quelles sont les meilleures maisons d'édition? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Bah, je crois que toutes les maisons d'édition sont les meilleures dans un ou l'autre registre, sinon elles n'existeraient pas. Tout dépend de ce qu'on veut faire comme type de bande dessinée. Moi, je pense que la question, comme tu disais tout à l'heure, on dit les grosses maisons d'édition, c'est Dargaud, c'est les trucs oui, connus. évidemment que si on fait de la bande dessinée tout public généraliste, voilà. Dargaud, Dupuis, Lombard, Soleil, Delcourt, Glénat, si on fait une bande dessinée plus contemporaine, Futuropolis, si on fait une bande dessinée plus dans les marges, Cornelius, l'association, plus dans l'autobiographie. Après, les gros éditeurs se sont énormément développés sur plein de champs. Si on prend un éditeur comme Delcourt, il a des collections de tout. Oui, voilà, il a de manga, de comics, de SF, de polar, de contemporain, d'autobiographie, d'expérimentation, et puis même des albums hors catégorie pour les ovnis également, donc ils sont capables de faire de tout. C'est quelque chose que j'entends parfois en salon. Est-ce que c'est vrai que dans certaines grosses maisons d'édition comme ça, justement, quelqu'un qui va débarquer, qui a peut-être moins de vécu que les stars, voilà, elle est moins accompagnée, c'est plus risqué, elle peut voir son travail un peu moins mis en avant. Ça existe, il y a des expériences comme ça de jeunes auteurs qui ont été transportés par le fait de signer un premier album chez une grosse maison d'édition et qui se disaient ça y est, j'y suis, et puis qui effectivement au moment de la sortie de l'album s'aperçoivent qu'il y a pas de communication, pas de presse, pas de coup de fil de l'éditeur, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans les 6 mois qui suivent. Parce que là aussi, ce sont des grosses structures avec énormément de contraintes, et que quand un livre ne trouve pas naturellement sa place, peut-être des fois parce qu'il est signé un peu sur un doute, mais en tout cas, il n'y a pas de primauté des grosses sur des petites ou des petites sur les grosses. C'est-à-dire qu'il y a des petits éditeurs qui n'accompagnent pas bien non plus, qui peuvent louper des livres. Moi, je pense qu'on en a loupé déjà dans l'accompagnement, pour mille et une raisons, et qu'on peut être à la fois très accompagné chez un gros ou pas accompagné chez un petit, ou l'inverse. Je sais que j'ai pas mal de jeunes qui me suivent, donc là j'ai une question. Peut-on imprimer ou éditer sa propre BD étant mineur? Alors là, sur le plan légal, ma foi, je n'en ai pas la moindre impression. Bon, l'imprimer, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez avec vos imprimantes. Oui, puis c'est pas mal de sites qui permettent de faire ça à 5, 6, 10 exemplaires. Bien sûr, la capacité maintenant du print on demand fait que vous pouvez tout à fait faire ça. Quand on sera quitté tout à l'heure, quand tu auras démonté ton matériel, je dois écrire à quelqu'un qui est un scénariste connu et réputé, et qui est sur un travail avec sa propre fille. Ah, d'accord, ok. Sa propre fille qui est plus que mineure, puisqu'on doit être dans les 11 ans. Mais c'est un projet qu'il coécrit. D'accord, c'est marrant. Et on s'est posé la question tout de suite, dès qu'on l'a rencontré. C'est marrant. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sur le plan des contrats? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a de l'argent impliqué. Ah oui, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Est-ce qu'on met sur un compte bloqué? Comment ça fonctionne, les droits? D'accord. On ne sait pas. Maintenant, effectivement, en tant que dessinateur, il ne doit pas y avoir beaucoup de dessinateurs mineurs qui ont signé des contrats professionnels de bande dessinée. Donc, tu vois, comme quoi, c'est une question que je pensais toute bête, puis finalement, nous a amené à des... À 11 ans scénariste, c'est pas mal. Et c'est vachement bien ce qu'elle fait. En plus. Autre question de Jean-Michel. Alors, outre mes cernes, oui, alors j'ai des cernes. Pour la question, je me demande comment il fait pour gérer les dizaines de projets qui arrivent tous les jours et choisir lesquels sont édités. La question de la masse. Du coup, on n'en reçoit pas tant que ça. On n'est pas Dargaud et Lombard. Dargaud, c'est 4 par jour de moyenne sur l'année. Donc ça fait 8. Voilà, c'est François Lebescon qui m'avait dit qu'on était dans ces eaux-là. Donc il y a 4 projets qui rentrent par jour. Donc 800 dans l'année. Il y a des éléments dans les dossiers, il y en a plein sur lesquels on se contente d'une lecture diagonale parce qu'on voit tout de suite que c'est bancal. On voit tout de suite, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ne vont pas assez en librairie. Peut-être un premier conseil, ce serait, lorsque vous en êtes quelque part, refaites un tour en librairie et dites-vous, qu'est-ce qui est en train d'être édité en ce moment? Est-ce que mon travail est comparable à ce que je vois de ce côté-là? Il ne s'agit pas de ne pas envoyer ou de ne pas oser, mais quand même, c'est quand même un critère de se dire, mais si j'envoie, encore une fois, on va reprendre Dargaud, mais si j'envoie à Dargaud, c'est quoi leurs 20 dernières nouveautés? Et est-ce que réellement, moi, je peux me dire, ce que j'ai fait va avec ça? Et donc, on reçoit déjà un certain nombre de choses qui sont hors sujet, qui sont parfois hors sujet, y compris pour nous, avec la jeunesse, en étant des bandes dessinées adultes. Ensuite, des projets qui sont des fois de l'illustration, avec des gens qui ne vont même pas jusqu'à voir précisément la nature de ce qu'on produit. Ils nous prennent dans un listing quelque part, maison d'édition, et nous disent, voilà, je fais de la poésie ou je fais de l'album jeunesse. Non, on fait de la ça écrème déjà pas mal. Déjà, ça continue à écrémer. Du côté des grosses maisons d'édition, il y a tous les auteurs avec lesquels ils travaillent déjà, il y a déjà des noms
qu'ils connaissent, et nous aussi. C'est-à-dire qu'on en est quand même à un stade aujourd'hui où des auteurs professionnels qui ont des livres derrière eux nous écrivent. Donc c'est un point d'alerte forcément quand quelqu'un a déjà publié chez notre maison d'édition, qu'on connaît son travail ou qu'on ne le connaît pas mais qu'on peut aller le voir rapidement, mais ça nous aide aussi. Donc on écrème assez rapidement et finalement on n'a pas tant de projets que ça à traiter dans l'année. Écoute, c'est la dernière question en tout cas de nos abonnés. Quand et comment présenter son manga auprès d'un éditeur? Quelles sont les maisons d'édition qui acceptent les débutants? Alors quand vous voulez, quand le dossier est prêt, Ouais. encore avec la question de boîte mail, peu importe. Ouais. Ouais, ne l'envoyez pas juste avant Angoulême ou juste avant Saint-Malo, parce que les éditeurs vont être très occupés. Voilà. Voilà, vous pouvez éviter ça, mais voilà, pour pas tomber dans la boîte mail, dans un moment où quand il va rentrer, il aura 200 mails à traiter. Voilà. Bon, ça peut être de cet ordre-là. Le comment, on l'a dit, Oui. un PDF, les planches, synopsis, un séquencier. Et je crois que à partir du moment où c'est de qualité, tout le monde va accepter des débutants. C'est-à-dire que tous les auteurs qui font un premier album font un premier album. Et qu'on ait une grosse culture graphique, qu'on soit passé par des écoles, ou qu'on soit autodidacte, il y a bien un moment où le premier album, si vous êtes vraiment passionné, si vous avez vraiment un talent pour ça, va être publiable. Donc aux éditions de la Gouttière, on a des auteurs en premier album, et puis chez Casterman, chez Dargaud, ils ont des auteurs qui font leur premier album et qui le font directement dans ces maisons-là. Toutes les maisons d'édition sont en recherche de nouveaux projets de toute façon. Ok, écoute, impeccable. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si, est-ce que toi, il y a des choses dont tu voulais nous parler et que j'ai pas eu l'occasion de te demander pour conclure? Je crois qu'il y aurait presque de quoi refaire une émission sur les métiers de l'édition, parce que toutes ces questions-là sont passionnantes et aideraient beaucoup, je pense, à mieux comprendre comment se passe une fois que le projet est accepté, parce que là tes questions étaient beaucoup sur ce qui est normal, ce sont les gens qui te suivent, qui s'intéressent au dessin et que tu aides à avancer dans leur pratique de dessin et de bande dessinée. Une fois que le travail commence, qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a énormément de boulot là. Alors, la maquette, comment on bosse pour transformer des pages disparates en un objet qu'on va relier par la suite. Et les questions, il y a une quatrième de couverture, un dos, une couverture, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un magicien qui arrive et qui touche les pages et qui dit ce dessin-là va très bien, on le met en couverture, et les polices de caractère, ces questions-là sont cruciales. Et après, qu'est-ce que l'éditeur fait une fois qu'il a cette matière de livre? Et là, il y a une phase extrêmement secrète, pour le coup, très très peu connue, qui est celle de la relation avec le diffuseur. Et c'est qui ce diffuseur? C'est une sorte de société qui a des représentants. Et donc, il y a ce travail-là, puis après, celui de la distribution, il y a les objets physiques, il faut bien les amener dans les librairies. Comment est-ce que les librairies les ont choisis? Et puis, une fois qu'elles ont les livres, qu'elles les ont en pile, qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce que ça se vend, ça ne se vend pas? Quel est le circuit du livre par la suite? Et puis, une question aussi autre, importante, c'est dans tout ça, qu'est-ce qui revient à qui? Au-delà aussi des fantasmes ce sont les éditeurs qui gagnent sûrement beaucoup. Chaque fois que je fais une formation, je pose la question aux gens, à votre avis, quel pourcentage du livre va aux uns et aux autres? Et par exemple, quand on met les pourcentages des libraires, tout le monde dit c'est scandaleux. Et puis après on regarde ce qui leur reste vraiment à la fin, on dit d'accord, ils sont les plus fragiles, en même temps que les auteurs. Les deux points les plus fragiles aujourd'hui ce sont les auteurs et les libraires, alors que le libraire a la plus grosse part théorique sur le prix du livre. Donc creuser un petit peu tout ça, enlever un petit peu toutes les idées toutes faites qu'on a là-dessus. Je crois qu'il y aurait un truc intéressant qui pourrait intéresser les gens qui te suivent. Écoute, carrément. D'ailleurs, si cette vidéo vous a inspiré, s'il manque des choses, n'hésitez pas, comme toujours. Et pareil, je commence tout juste les interviews, donc si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas. C'est toujours bon à prendre. Des questions qui vous sont venues par rapport au marché du livre, par rapport à tout ce qu'on ne voit pas, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Écoutez, portez-vous bien, merci Pascal encore. Merci, c'était très agréable à faire et tu es le bienvenu, viens nous embêter. Je vais payer un loyer ici et puis je vais interviewer toute l'équipe. Merci à vous, à très bientôt, bye bye. Merci, au revoir.